Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat, toutes les semaines sur topmusic.fr. Une émission à retrouver en vidéo sur le Facebook Igloo on Air. Cédric Simonin vous propose cette émission. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Aujourd'hui, la loi Pinel. Comment ça marche? Pourquoi vous avez choisi ce thème aujourd'hui? C'est une question qui se pose sur les notions de défiscalisation et de l'immobilier, donc j'ai voulu traiter de la loi Pinel. On en parle dans un instant avec Jérôme Fleischer, qui est ingénieur patrimonial pour le cabinet VIA. Bonjour Eric. À Strasbourg. À tout de suite. Mais d'abord, une info importante du monde merveilleux de l'habitat. Et ce jour, vous allez nous éclairer cette fois. Oui, je vais vous éclairer au sens propre et au sens figuré, puisqu'en fait, je vais vous faire partager une étude qui a été faite réalisée par Saint-Gobain. Vous savez que dans l'habitat, on parle souvent des 5 conforts, et l'un des 5 conforts, c'est la lumière. Et Saint-Gobain fait une étude pour savoir si la lumière dope notre QI. Et en fait, il part du principe que pour être bon en maths, il faut s'asseoir près de la fenêtre. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez zappé dans votre jeunesse, Eric. Moi, j'étais au fond près du radiateur. Alors, moi aussi. Donc, on devait être assis l'un à côté de l'autre. Et je vais vous dire pourquoi. Il est bien sûr indispensable d'avoir suffisamment de lumière pour arriver à lire les consignes d'un exercice à l'école, mais s'asseoir près de la fenêtre améliorera nettement les résultats. Si la lumière du jour n'augmente pas le QI, une étude auprès de 21 000 élèves américains a montré que ceux dont la salle de classe était plus lumineuse progressaient plus vite que les autres. 20% plus vite en maths, 26% plus vite en lecture. La quantité et la qualité de la lumière, ainsi qu'une vue sur l'extérieur, sont essentielles au confort visuel et au bien-être. Donc avant de baisser les stores, assurez-vous d'avoir reçu suffisamment de lumière du jour. Ouais, c'est intéressant. C'est pour ça, là, on a un studio très éclairé. Ouais, très très éclairé, c'est un truc de fou. Donc on devient intelligent. Exactement. Voilà. Et Igloo, on a la lumière dans toutes les pièces, forcément. Oh, joli, joli Eric. Oh, vous êtes en forme aujourd'hui. Très en forme. Parce qu'on va parler d'un sujet important où, franchement, je patauge complètement. Donc je vais apprendre plein de choses. La loi Pinel, comment ça marche? Avec Jérôme Fleischer. Alors vous êtes ingénieur patrimonial, je le disais, pour le cabinet VIA, c'est votre domaine, le patrimoine. Donc la loi Pinel, on en entend parler, on connaît ce mot, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi? Alors d'abord, il faut savoir que l'investissement immobilier présente de nombreux avantages, de nombreux atouts, mais souffre d'un défaut qui est sa fiscalité. Alors en effet, comme tous les autres revenus, les loyers sont imposés, et donc dès qu'on encaisse des loyers, on va être soumis aux prélèvements sociaux, à l'impôt, à la taxe foncière, parfois à l'impôt sur la fortune immobilière. Pour donner un exemple, un célibataire qui gagne 30 000 euros et qui achète un bien pour le louer va payer tout de suite 45% d'impôts et de prélèvements sociaux sur son revenu foncier net. Donc ça fait vite réfléchir. Et tout investisseur doit prendre en compte ce paramètre dans son projet d'investissement. C'est certainement pour ça que beaucoup se tournent vers des dispositifs dits défiscalisants de manière générale, dans lesquels s'inscrit le dispositif Pinel. Alors encore un mot barbare, défiscalisation. Pinel, défiscalisation. Oui. Il s'agit de cela, mais c'est quoi? On va en parler. Alors, ce sont des dispositifs d'incitation fiscale et ils existent depuis plus d'un siècle. C'est pas tout nouveau. Le premier d'entre eux a été mis en place pour la protection des monuments historiques et est apparu en 1913. Et par ce biais, le législateur encourage certains investissements dans l'immobilier locatif en octroyant des avantages fiscaux, mais sous certaines conditions. 60 000 investisseurs succombent chaque année au charme du Pinel. C'est donc de loin le dispositif de défiscalisation immobilier le plus commun et celui qui concerne finalement le plus grand nombre de personnes. Ce dispositif existe d'ailleurs dans la lignée d'une succession d'autres que vous avez peut-être connus. Il y avait précédemment Duflot, Cellier, Borloo, Robien, Périsol, Quillet, Ménurie, etc. Oui, à chaque ministre sa loi. Voilà, vous avez remarqué que chaque ministre en profite pour écrire son nom dans le marbre. Qui sera le prochain? Voilà. C'est la grande question. En tout cas, en l'espèce, le dispositif Pinel est celui qui est actuellement en vigueur. Il est en vigueur depuis le 1er septembre 2014 et sera jusqu'au 31 décembre 2021, celui qui s'appliquera. Ah oui, et après, il se passera quoi après? Alors, il était déjà un petit peu relooké, on en parlera juste après, mais peut-être avant, juste nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça marche. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, tout d'abord, les avantages fiscaux qui sont promis vont être associés à un certain nombre de conditions. Donc, c'est important de les rappeler, je pense. Il faut d'abord être résident fiscal français pendant toute la durée où on va percevoir les avantages fiscaux. Pas seulement au moment de l'achat, mais pendant toute la durée. L'acheteur doit investir dans un bien immobilier qui est implanté dans une zone de tension du marché locatif. On appelle ça les zones A ou B1, autrefois B2, et effectivement qui sont définies par l'État.
Le propriétaire doit mettre en location dans les 12 mois qui suivent la livraison ou l'acquisition du bien, et il le louera en respectant des loyers qui sont encadrés et un locataire qui ne dépassera pas un certain plafond de ressources. Le propriétaire s'engage ensuite à louer ce logement à usage d'habitation, en tout cas pendant une durée minimum de 6 ans, et il faut que ce logement soit loué nu, c'est-à-dire pas meublé. Et puis en dernier point qu'évoque la loi, c'est que le bien doit respecter un certain nombre de normes énergétiques qu'on appelle les bâtiments basse consommation. 6 ans, c'est pour Pinel. Ceux qui ont investi avant sur d'autres lois, est-ce que c'est 6 ans également ou est-ce que c'est la loi de l'époque ? C'est la loi de l'époque, si vous voulez, je reprends l'expression. C'est-à-dire que chaque dispositif va préciser les conditions qui vont permettre d'avoir droit à un certain nombre d'avantages. Donc ça a baissé en fait, c'est ça, voilà. Ça a baissé un petit peu. C'est vrai que dans les précédents, on avait souvent une durée d'engagement de location qui était sur 9 années. Alors bon, moi pardon Cédric, mais je vous ai écouté. En fait, on n'a pas dit l'essentiel. C'est pour pas payer d'impôts, cette histoire. Oui. Mais peut-être je revenir sur un point qui me paraît quand même important aussi, c'est que j'ai énuméré là toute une série de contraintes, effectivement, pour avoir droit à ces économies d'impôts. Elles peuvent un peu effrayer. Je pense que c'est important d'y revenir parce que si on regarde bien dans cette liste-là, si on est assez sûr d'être domicilié en France dans les 7 ou 10 années qui viennent, de par son contexte professionnel et familial, investir dans une zone de tension où le marché locatif est tendu, finalement, pour moi, je trouve que c'est finalement une prévoyance. On se protège de la carence locative, donc c'est plutôt une bonne chose. Le plafond des loyers, je parlais de plafond de loyer, sont en général proches du loyer de marché. Et donc finalement, c'est aussi une protection, ça pérennise un petit peu l'aspect locatif. Et puis, louer en respectant des plafonds de locataires, je vais y revenir parce que c'est quelque chose en clientèle, je vois, qui inquiète beaucoup. Or, quand on regarde bien de plus près, il faut louer un locataire qui va avoir des revenus, s'il est célibataire à Strasbourg, par exemple, qui ne dépassent pas 30 260 € par an. Un couple, c'est pas plus de 40 410 €. Donc, finalement, c'est quand même l'immense majorité des candidats qui se présentent pour la location. Donc, c'est pas tellement un handicap en soi, je remarque. Non, c'est pas trop restrictif. Ça revient sur les zones, parce qu'on a parlé des zones, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour les gens quelles sont ces zones A, B1, B2, etc. Donc en fait, ça a été un zonage qui a été mis en place en fonction des tensions qu'il y a sur un marché immobilier. Est-ce que vous appelez des tensions ? C'est-à-dire qu'il y a une forte demande, voilà, tout simplement, D'accord. forte demande locative. Donc pour l'Alsace, parce que A, c'est région parisienne par exemple, et d'autres régions de France, mais pour l'Alsace, on a des zones qui sont B1, c'est l'Eurométropole, Mulhouse, Saint-Louis et Huningue. Exactement. Et le dispositif, donc là, A, B1, c'est à partir du 1er janvier 2019. Et là, il y a encore une zone B2 que l'on retrouve qui est un peu plus large, qui est encore valable jusque la fin de l'année, jusqu'au 31-12, pour les actes passés avant le 31-12. Sauf disposition contraire à l'heure où je vous parle. Donc on achète sur ces territoires, on loue. On le loue pendant au moins 6 ans. Seul ou accompagné d'une agence spécialisée, Oui. avec des assurances en cas de non-paiement du loyer, tout ça. Voilà, ou pas, je pense que vous alliez y venir. Et on ne paye pas d'impôts. Alors du si, tout. on paye toujours des impôts, mais on va avoir droit à un certain nombre de réductions d'impôts. Quand on investit dans un logement qui se situe en France métropolitaine, parce qu'on pourrait aller aussi dans les dom-toms, la réduction d'impôt est de 12% du prix d'achat, du prix du logement finalement, étalé sur 6 années. 2% par an, si on fait le calcul. C'est aussi 18% sur 9 ans, si on souhaite prolonger le dispositif pour une nouvelle période triennale. Et on va obtenir jusqu'à 21% de réduction d'impôt, 21% du montant de l'investissement sur 12 années. Je précise juste un point. Pardon, je n'ai pas compris. Pardon, d'accord. Non, mais Oui. parce que quand vous dites réduction d'impôt 21%, si on paye 1 000 € d'impôt, en fait, c'est 800 ? Non, c'est simplement que si j'achète un bien qui vaut par exemple 200 000 €, je vais obtenir 42 000 € de réduction d'impôt qui vont être Divisé par étalés 6. sur 12 ans. Pour 12 ans 21. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Oui, on a des Donc options. on peut ne pas payer d'impôt du tout, en fait. Ah oui, il y a des Ça personnes dépend qui de son peuvent supprimer imposition. l'impôt, même si je pense que Exactement. c'est C'est un parce peu le que but ce aussi. qui est pas pris est perdu, hein, donc Oui, c'est- attention quand même de ne pas aller trop loin. Voilà. Et il y a des précautions à prendre de ce côté-là. Donc évidemment, si on paye que 1 000 € d'impôt, j'ai envie de dire c'est peut-être hors sujet parce que la réduction d'impôt sera forcément plus élevée que. C'était un exemple. C'est pas un ouais. crédit d'impôt, hein, donc on ne fait pas rembourser le surplus. L'autre sujet, c'est qu'il faut faire aussi être vigilant sur le fait qu'on ne peut pas investir dans plus de 2 biens par an, pas plus de 300 000 € au total, Ouais. et qu'on ne peut pas dépasser 5 500 € du prix au mètre carré. Ça pose par exemple problème. On parlait de Paris tout à l'heure, où les prix au mètre carré sont souvent supérieurs. C'est une partie qui ne donne Ah, pas. mais Paris Centre, c'est impossible alors, par exemple.
C'est pas impossible, on peut, mais on a des avantages qui seront érodés par ce principe. Parce que tu auras ton plafond à 5 500 €. Exactement. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, oui, pardon. Il y a des précautions à prendre. Hein. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, hein. Voilà. c'est la question que j'allais poser. Eh ben, allons-y. Alors, Pour les allons-y. Alors, quelles sont les précautions à prendre, Monsieur Fleischer? Alors, il ne faut pas oublier que l'investissement immobilier, c'est d'abord un placement à moyen long terme, hein, de par principe. Et les avantages fiscaux, comme je l'ai expliqué, sont conditionnés à des engagements de location et des engagements de conservation du bien pendant une certaine durée. Donc, je crois que la première précaution, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas un changement de situation familiale, professionnelle, d'expatriation, par exemple, qui viendrait compromettre ces prescriptions légales ou qui viendrait impacter fortement votre fiscalité. Oui, parce qu'en cas d'accident de la vie, c'est un terme que vous utilisez souvent, Cédric. On fait quoi? On rembourse? Si on peut pas aller au bout des 6 ans. Si par exemple, au bout de 4 ans, on est obligé de vendre. Oui, ça dépend. On rembourse ce qu'on n'a pas payé en impôts? Si en tout cas on décide, on peut, hein, on n'est pas contraint de conserver un bien, on est tout à fait libre de dire je revends mon bien 4 ans plus tard pour des raisons même personnelles, Ouais. mais on sera requalifié effectivement sur les années. Là, on rembourse l'État. C'est logique. Oui. L'avantage fiscal est sous-tendu, dépend d'un engagement de location hein, qu'on signe et qui est pris. Hein, donc voilà. Il faut bien respecter son engagement. Et après 6 ans, on est propriétaire d'un appartement qui est loué. On n'est plus en défiscalisation, mais on peut continuer à le rembourser avec le loyer, même si, évidemment, ça ne doit pas couvrir complètement le loyer, si j'ai bien compris l'histoire. Alors, après 6 ans, on peut déjà décider de proroger pour 3 ans de plus. Oui. Et au bout de 9 ans, avec un avantage moindre, on peut encore proroger pendant 12 ans. On n'est pas forcément propriétaire. On est propriétaire quand on a fini de rembourser son emprunt. Ça dépend de la durée de l'emprunt. Donc, il ne faut pas se tromper. Mais c'est vrai que c'est un sujet très important parce que une fois qu'on s'est assuré qu'on était éligible à ce dispositif et que c'était adapté, comme vous le dites bien, c'est à un moment donné, les avantages fiscaux s'arrêtent, se stoppent. Et donc là vont apparaître des charges fiscales et d'autres charges d'ailleurs. Parfois, il peut y avoir des travaux, des choses à faire. Et il faut planifier son projet sur la durée, c'est-à-dire pas se concentrer sur les 6 ou les 9 années sur lesquelles on a fait son projet. Et là, je crois qu'il faut penser dès le départ à investir dans un projet qui va permettre d'en sortir. Donc de le revendre en fait. De revendre. Oui, de revendre, sortir, ça veut dire le revendre. C'est ça, Au bout de 6 ans, si on veut arrêter la défiscalisation, ou 9 ans si on veut prolonger. Tout à fait. Il faut réaliser que quand les réductions d'impôts s'éteignent, effectivement, ça va coûter tout de suite beaucoup plus cher en termes d'efforts d'épargne. Hein, si on a gardé un prêt, par exemple, sur 15 ans ou 20 ans, ce qui est souvent le cas, et qu'il va falloir anticiper ce tournant-là. Donc, je crois que Et en général, les gens le vendent. Il y a un pourcentage qui existe. Je ne connais pas les chiffres. J'ai pas de stats là-dessus. Mais Non, j'ai pas de stats. Ça serait intéressant de savoir ça. Oui. Que font les gens après 6 ans ou 9 ans? Alors clairement, pour un ingénieur patrimonial, on va lui dire qu'il a intérêt en général à sortir à ce moment-là, parce que ce qu'il a acquis comme avantage va un peu se retourner dans un second temps, puisqu'on a eu des avantages fiscaux, puis ensuite on va repayer des impôts. Dans un moment, on peuvent apparaître de nouveaux frais. Donc techniquement, sur le papier, on a plutôt intérêt souvent à revendre. Qu'est-ce que vous appelez de nouveaux frais? On des peut avoir travaux, frais, des choses comme ça. À partir du moment où l'immobilier a 15 ou 20 ans, il peut y avoir des choses qui apparaissent. Hein, on l'a vu avec des mises aux normes récemment. Oui. Puis des travaux liés à la copropriété. Hein. On n'a plus beaucoup de temps. Non, mais juste pour savoir que le point qui me semble vraiment fondamental, parce qu'il faut absolument le dire, c'est que le support qui va servir à réaliser cette opération-là est fondamental. La qualité du bien immobilier, de l'emplacement, la qualité du promoteur qui va proposer le bien me paraît absolument fondamental parce que c'est le gage de pouvoir revendre. Une petite astuce peut-être, mais moi je pense que quand dans l'immeuble dans lequel on achète pour investir, il y a déjà des investisseurs qui ont acheté pour y vivre, on peut penser que dans 10 ans, au moment de la revente, il y aura peut-être d'autres acquéreurs qui auront envie de racheter votre bien pour y vivre. Et ça, comment on le sait, ça? Quand on achète, par exemple, un bâtiment neuf, comment on sait qu'il y a des gens qui achètent pour investir et d'autres pour vivre? Oh bah là, le promoteur immobilier a les statistiques ce sont ses clients, donc qui déclarent tout de suite résidence principale. Il ne faut pas arriver le premier, même si vous arrivez le premier, vous pouvez toujours demander après. Parce qu'il y a des apparts qui sont réservés à la location et d'autres. Non, pas forcément. Non, il n'y a pas de réservation, mais après, généralement, les promoteurs font attention de ne pas mettre forcément 100% d'investisseurs dans leur immeuble. J'ai souvent, peut-être en mini-conclusion, tendance à dire que la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. C'est la qualité du bien qui prime, parce que c'est un investissement patrimonial. Et si en plus c'est la fiscalité, c'est bien. Mais pas forcément voir d'abord la fiscalité en se disant, Jérôme Fleischer l'a très bien dit, c'est sortir du bien dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire très bien le revendre. Donc on n'achète pas n'importe quoi sous prétexte de défiscaliser. Je crois que c'est le point à retenir.
Eh ben très bien, on a bien retenu. Merci à vous deux, merci Cédric. Merci Eric. Merci Jérôme. Et on retrouve cette émission toutes les semaines sur le site topmusic.fr et sur Facebook.